Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ariane Bay et Fabien Pressia, donc deux collègues de l'ULG, qui viennent nous parler d'un sujet important, le climat scolaire. Alors important au point d'avoir un objectif d'amélioration du système qui porte sur le climat scolaire. D'ailleurs, à ses débuts, c'était assez curieux d'avoir un texte qui mentionnait quelque chose dont on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Donc ils vont nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis ils vont aussi, à travers la présentation que nous allons avoir, une présentation un peu plus longue que le café qui a été enregistré par Ariane, numéro 71, où on a une présentation en un quart d'heure de la thématique d'aujourd'hui, on va avoir l'occasion de voir aussi comment cela se mesure, s'opérationnalise et comment à la fois le climat scolaire et le bien-être interagissent ou ont des relations, je vais dire ça comme ça, provisoirement, avant de préciser les choses. Alors, bonjour Ariane. Bonjour Marc. Bonjour Fabien, merci Bonjour Marc. d'être parmi nous. Et je vais donner la parole à Ariane pour qu'elle présente le cadre, le contexte dans lequel ce travail a été opéré. Oui, merci. En fait, tu l'as dit, le climat scolaire est devenu un objectif en soi du système éducatif, puisqu'il répond à un objectif d'amélioration du système éducatif numéro 7. Il fallait encore l'objectiver, l'opérationnaliser, et ça a eu lieu dans le cadre de la grande enquête climat-bien-être qu'on a menée avec des collègues, donc Benoît Galland, Lisieux Courtens, Dominique Lafontaine et moi-même. C'est une collaboration interuniversitaire pour concevoir une enquête et alimenter en indicateurs sur le climat et le bien-être le système éducatif. Ce qui est très intéressant quand on a une grande base de données comme celle-là, c'est d'essayer de l'exploiter vraiment au maximum. Et c'est ce qu'on a obtenu avec Benoît Galland. On a déposé au FNRS un projet Fresh qu'on a obtenu et qui permet à Fabien Pressia et Mathieu America de faire des analyses bien plus détaillées et de mener des thèses de doctorat sur ce sujet. Alors je laisserai à Fabien Pressia le soin de présenter sa thématique particulière de recherche. Je tiens à dire dans un premier temps que le premier moment qu'on va consacrer sur cette enquête climat-bien-être va être d'abord de revenir sur l'intérêt d'une définition du climat scolaire et de ses sous-dimensions. On va le voir, ce concept ne fait pas du tout l'unanimité pour le moment dans la littérature scientifique et pourtant, pour en parler, il faut bien le définir. C'est ce point-là que nous allons traiter dans un premier temps. Oui, merci Ariane. Et donc, comme vient de le dire Ariane Bay, je travaille actuellement sur les liens entre le climat scolaire et le bien-être des élèves. Je vais vraiment m'intéresser aux liens entre ces deux concepts qui ne font vraiment pas l'unanimité dans la littérature scientifique, alors que mon collègue de Louvain, Mathieu, lui, s'intéressera plus spécifiquement aux liens entre le climat scolaire et le bien-être plutôt des enseignants. Alors, dans un premier temps, on va vraiment se questionner sur, mais finalement, qu'est-ce que le climat scolaire? Comment peut-on le définir? Quelles en sont les sous-dimensions? Comment est-ce qu'on le mesure fréquemment dans la littérature de recherche? Parce que moi, ça a vraiment été mon point de départ, ma première question, de me dire, c'est bien beau de vouloir travailler sur le climat scolaire, mais finalement, de quoi s'agit-il? Et donc, j'ai commencé par regarder comment on le définissait tout d'abord, avec parfois des définitions qui sont extrêmement larges, comme cette définition de Baumsteiger en 2023, qui dit simplement que le climat scolaire fait référence à ce à quoi ressemble une école, à ce qu'elle ressent et à la façon dont elle diffère des autres écoles. Donc c'est une définition qui finalement ne nous éclaire pas du tout sur ce que concerne ou ce que reflète le climat scolaire. Pareil pour celle de Léono Domdi et collègues qui nous disent que c'est défini comme la qualité et les caractéristiques de la vie à l'école. Alors j'ai trouvé d'autres définitions peut-être un peu plus opérationnalisées, comme celle de Bloch qui commence à nous parler de différents environnements et que ça concerne aussi les protocoles mis en place par les enseignants et le personnel administratif des écoles, une atmosphère sociale, d'accord. Et puis celle d'Harry et Pickrell qui va nous parler de normes, d'objectifs, de valeurs, de relations interpersonnelles. Donc un premier élément qui commence à ressortir, c'est que ça va être un concept multidimensionnel que ce climat scolaire. Je vais m'arrêter sur une définition que je trouve intéressante, bien qu'imparfaite à mon sens, qui est celle ici proposée par Rudassil et les collègues en 2018, qui nous disent que le climat scolaire est composé des perceptions
affectives et cognitives concernant les interactions sociales, les relations, la sécurité, les valeurs et les croyances des élèves, des enseignants, des gestionnaires et du personnel d'un établissement scolaire. Alors je trouve cette définition particulièrement intéressante pour 4 raisons. La première raison, c'est qu'ils nous disent bien que ce sont les perceptions des acteurs qui sont au cœur du concept qu'on veut objectiver. Très rare qu'on puisse mesurer directement, comme la température, le climat scolaire. On va devoir l'objectiver à travers les perceptions malléables et dynamiques des différents acteurs de l'école. Deuxième élément important, il est composé de plusieurs sous-dimensions. Même si on n'est pas d'accord avec les sous-dimensions forcément proposées ici par Rudassi et les collègues, notamment les valeurs et les croyances ne reviennent pas de manière unanime dans la littérature, mais on se dit que dans le climat scolaire, en tout cas, il y a plusieurs choses, ce n'est pas un concept unidimensionnel. Troisième élément très important dans cette définition, c'est que c'est un concept qui est partagé par tous les acteurs de l'école. On ne va pas s'intéresser uniquement aux élèves ou uniquement aux enseignants, mais c'est bien toutes les personnes qui évoluent au sein d'une communauté scolaire. Et dernier élément, c'est que l'école est le point de référence de ces acteurs, ce qui va expliquer aussi, on en parlera tout à l'heure, mais qui est finalement assez peu de variabilité entre les écoles, puisque finalement, on ne sait que ce qui se passe dans notre propre école, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans l'école de l'autre côté de la rue. Ici, j'ai remis simplement à titre indicatif la définition légale de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient des textes légaux du Pacte pour un enseignement d'excellence et où on retrouve justement 4 environnements, l'environnement relationnel, l'environnement normatif, et là, c'est vrai que déjà sur cet environnement normatif, notre texte légal de référence fait un petit écart avec la littérature scientifique en y ajoutant tout ce qui est démocratie scolaire, processus de participation et de décision collective. C'est des choses qui ne reviennent pas vraiment dans la littérature scientifique. On va retrouver l'environnement pédagogique, où de nouveau notre texte légal va un cran plus loin en disant que c'est les éléments liés au développement et de savoir et de savoir-faire à l'école. La littérature parle plutôt de pratiques pédagogiques pour soutenir les apprentissages et l'environnement physique qu'on retrouve également dans la littérature. Alors avec tout ça, j'ai essayé de proposer une définition provisoire du climat scolaire. Et donc si vous me demandez pour moi qu'est-ce que le climat scolaire, je vous dirais que c'est un concept qui reflète les impressions subjectives de tous les acteurs d'une communauté scolaire concernant la qualité des relations, des normes, des règles et des environnements physiques et pédagogiques au sein de l'école dans laquelle ils interagissent. Et donc on voit qu'on va avoir 4 grands environnements, 4 sous-dimensions dont Ariane va vous parler. Oui, merci Fabien. La dimension du climat scolaire, alors là, Fabien, dans le cadre de sa thèse, a analysé les nombreux cadres de référence qui existaient, qui proposaient chacun potentiellement différentes dimensions. Et Fabien est allé dans la précision de ces cadres conceptuels pour aboutir à un schéma comme ça qui est fait pour être illisible et vous montrer qu'en fonction du cadre de référence, on met la focale sur des dimensions différentes et on inclut des thématiques parfois très spécifiques. Il a essayé finalement d'en retenir la substantifique moelle ici, avec 5 dimensions du climat scolaire qu'on trouve dans la littérature, dans les cadres de référence consultés. Donc une dimension normative qui inclut des dimensions sécuritaires, disciplinaires. On trouve là les règles, les normes, leur application, le sentiment de sécurité à l'école, sécurité physique, sécurité socio-émotionnelle, le sentiment d'être traité avec justice à l'école, par exemple. Dans l'environnement pédagogique ou académique, on trouvera à la fois les pratiques pédagogiques soutenantes dont Fabien a parlé, mais aussi l'orientation plutôt
académiques ou pas des apprentissages, l'enseignement des compétences civiques, également des comportements prosociaux. La qualité des relations est expressément au centre de ces dimensions, puisqu'on a vu qu'elle revenait vraiment presque systématiquement dans les cadres de référence. Et là, on trouvera évidemment les relations entre élèves, les relations enseignants-élèves, mais aussi, puisqu'on sait que le climat, ça implique toute la communauté éducative, on va parler des parents également, et puis on va parler du climat relationnel en termes de respect de la diversité, par exemple. L'environnement physique, là, alors il y a des indicateurs très concrets de cela, taille d'école, qualité des infrastructures matérielles, qualité des bâtiments, et puis aussi parfois des indicateurs plus sur le lien ou la connexion entre l'enfant et son environnement. Et enfin, les croyances et valeurs partagées, on a la confiance, le respect, les hautes attentes, le postulat d'éducabilité qui se retrouve dans cette dimension. Et voilà comment on peut les synthétiser, le climat au centre et les 4 dimensions qui reviennent le plus souvent. Et là, on en a finalement gardé 4, environnement physique, normatif, pédagogique et relationnel. Alors, quels sont les constats, ou en tout cas les constats que cette revue de la littérature ont permis de dresser, c'est que, il n'y a pas de consensus, et vous l'avez vu avec ce tableau illisible qu'on a présenté précédemment, la définition du climat scolaire n'est pas encore stabilisée dans la communauté scientifique, elle n'est pas consensuelle, et chacun, à la star de Fabien, peut en proposer une la plus complète et précise possible. Une visée normative et évaluative, un constat qu'on fait également quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les systèmes éducatifs au niveau international, c'est qu'il y a maintenant, comme ce qui se passe en communauté française où l'objectif climat est devenu un objectif en soi du système et donc il faut le mesurer, on trouve ça dans d'autres systèmes éducatifs, on trouve ça aux États-Unis par exemple avec les écoles qui doivent aussi mentionner un objectif non académique pour leur établissement et le climat où les dimensions socio-émotionnelles reviennent fréquemment dans les objectifs que choisissent de travailler les écoles. Une mesure essentiellement composée, réalisée avec des mesures auto-rapportées. Donc pour mesurer le climat, on a le souci de demander aux gens comment ils se sentent, ce qu'ils pensent, parce que ça fait partie de la définition même du climat. Et même au niveau des infrastructures et de la qualité des infrastructures, on va demander aux personnes comment elles se sentent dans leur environnement physique, plutôt souvent que de l'objectiver, ce qui pourrait être fait par ailleurs. Mais donc il est normal que les données climat soient pour la plupart des données subjectives, parce que c'est cohérent avec la définition. Vous l'avez vu, une grande variabilité, où on va encore le voir dans les outils de mesure, les questionnaires, les façons de finaliser, de concrétiser cette conceptualisation du climat. Et enfin, toujours finalement inhérent et logique par rapport à la définition du climat, une mesure dont la variabilité se situe davantage à l'intérieur de l'école qu'entre écoles, parce que quand on demande aux gens comment ils se sentent dans leur école, comment sont les relations, eh bien, ils se réfèrent, le point de référence c'est vraiment ce qu'ils connaissent, et la variabilité se situe donc dans les réponses des élèves d'une même école qui vont percevoir l'environnement qui vont chacun pouvoir donner une couleur à la perception de leur environnement scolaire. Entre écoles, en général, dans la littérature scientifique, on trouve très peu de variations. On verra tout à l'heure que dans notre étude en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a quand même des dimensions sur lesquelles on a trouvé plus de variance que escompté au départ. Et donc, avec ces constats que vient de dresser Ariane, une autre question qu'on peut se poser, c'est finalement comment est-ce qu'on va justement objectiver ou mesurer, le plus souvent via des données auto-rapportées, ce climat scolaire. Et donc, si j'en reviens à nos 4 sous-dimensions, environnement physique, normatif, relationnel et pédagogique, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans chacune de ces 4 boîtes pour regarder ce qu'on y retrouve généralement et comment on a l'habitude de mesurer chacune de ces sous-dimensions.
Donc pour ce faire, j'ai toujours épluché un certain nombre de cadres conceptuels et j'ai vraiment été voir ce que les différents auteurs mettaient derrière la réalité d'environnement relationnel ou d'environnement physique, par exemple. Je vais commencer par l'environnement relationnel à dessein parce que c'est vraiment celui qui, dans la littérature de recherche, fait le plus l'unanimité. Tous les auteurs mentionnent l'environnement relationnel comme une composante essentielle du climat scolaire, avec cette idée qu'on va vraiment s'intéresser à la qualité des relations entre tous les acteurs de la communauté scolaire. Et ce qu'on va le plus retrouver, ce sont des choses qui tournent autour de la relation entre les élèves, de la relation entre les élèves et les enseignants, le respect de la diversité, Ariane vous en a parlé tantôt, et d'autres choses qu'on retrouve, mais de manière un peu plus marginale, comme les sentiments de collaboration, l'esprit communautaire, le fait d'engager les parents ou la communauté dans la vie de l'école. Mais en tout cas, vraiment, il y a trois choses, ou trois concepts qui ressortent très fort dans cet environnement relationnel, qui sont les relations élèves-enseignants, les relations entre élèves et le respect de la diversité. Et au niveau des échelles de mesure qu'on peut retrouver, on va avoir par exemple pour les relations élèves-enseignants des échelles qui vont mesurer le soutien que les enseignants apportent à leurs élèves, le fait d'avoir des relations positives ou négatives entre les élèves et les enseignants. Au niveau des relations avec les élèves entre eux, forcément on va avoir des échelles de respect entre les pairs, de cohésion ou plutôt de compétition, d'interaction positive et négative. C'est des types d'échelles qu'on va retrouver. Et au niveau du respect de la diversité, on peut trouver des échelles qui cherchent à mesurer le respect pour autrui, l'acceptation des différences et de la diversité des autres, la culture de l'équité à l'école. Si je m'intéresse maintenant à l'environnement normatif, finalement, il y a deux sous-concepts derrière cet environnement normatif qui sont d'une part tout ce qui concerne la sécurité, sécurité physique, sécurité sociale, sécurité émotionnelle, et d'autre part tout ce qui concerne la gestion de la discipline à l'école. Et donc là, on va retrouver la clarté et l'application des règles, le fait d'avoir une justice et une équité de traitement entre les élèves. Et donc vraiment, on va avoir dans cet environnement normatif deux grands pans avec des indicateurs que vous voyez ici. Pour le volet sécurité, on va s'intéresser par exemple à l'usage des drogues, au comportement de victimisation, de violence, de harcèlement à l'école. Tandis que du côté du climat disciplinaire, on va plutôt regarder vraiment la clarté des règles, l'équité de traitement, la justice perçue par les élèves. Aussi, ces règles ont-elles été enseignées de manière active, on fait jusqu'à un enseignement explicite des comportements, on peut rêver, mais c'est des choses en tout cas qu'on va chercher vraiment à objectiver dans le but de mesurer cet environnement normatif. Jusque-là, les auteurs étaient relativement d'accord entre eux. Ça va commencer à se corser avec l'environnement physique, que certains appellent aussi environnement institutionnel, et cet environnement, justement, dans la littérature de recherche, fait débat, parce que certains vont le limiter à l'environnement physique, c'est-à-dire, comme le disait Ariane tantôt, vraiment les caractéristiques factuelles de l'école, qualité des bâtiments, des infrastructures, tandis que d'autres y ajoutent une composante institutionnelle, notamment via, comme le disait Ariane, le fait que les personnes se sentent connectées entre elles, ce qu'on pourrait appeler la connectivité scolaire, qui se rapproche un peu du sentiment d'appartenance. Et encore d'autres auteurs, comme Rudazil, considèrent qu'en fait non, l'environnement physique, ce n'est pas du climat scolaire, c'est relié au climat scolaire, mais ça n'en fait pas directement partie. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de consensus quant à cet environnement physique, mais dans lequel on va quand même retrouver généralement deux grandes familles d'indicateurs, des indicateurs physiques purs, confort physique, propreté, vétusté des bâtiments, etc. Et puis des choses qui relèvent davantage de cet environnement institutionnel, la connectivité scolaire, le climat de lien, l'attachement pour l'école, l'implication des acteurs dans la communauté scolaire. Et dernier environnement, qui lui aussi fait débat dans la littérature de recherche, c'est l'environnement pédagogique. Certains le considèrent comme une dimension
essentielle du climat scolaire, qui est vraiment au centre. Et pour d'autres, de nouveau ici Rudasi, les collègues, considèrent, comme pour le physique, que ce n'est pas directement au cœur du concept, que c'est relié, mais que ça n'en fait pas partie. Et on va retrouver deux grandes familles d'indicateurs pour objectiver cet environnement pédagogique qui vont tourner autour des méthodes d'enseignement qui soutiennent les apprentissages et de tout ce qui concerne l'apprentissage de compétences citoyennes. Et donc si on veut juste regarder un peu le type d'échelle, on va avoir des choses qui relèvent de l'orientation académique, donc vers des buts de performance, des buts de maîtrise, tout ce qui va être soutien aux apprentissages, motiver les élèves à réussir, le fait d'avoir de hautes attentes pédagogiques pour les élèves. Et du côté de l'apprentissage citoyen, on va retrouver les comportements prosociaux, le fait de vraiment enseigner des compétences sociales ou citoyennes aux élèves, par exemple. Dans cette deuxième partie, on va aborder le lien entre climat scolaire et bien-être des élèves, avec l'idée très, très fréquente que si le climat est bon, les élèves sont mieux dans leur peau, on augmente le bien-être, mais on voit que ce n'est pas si simple que ça, et Ariane va introduire cette partie. Oui, merci Marc. Ces données nous permettent de tester ces liens entre climat et bien-être et de confirmer ou pas une hypothèse répandue qui serait qu'un meilleur climat améliore de facto le bien-être des élèves. Alors pourquoi s'intéresser au bien-être des élèves? Tout comme le climat, c'est un enjeu de plus en plus présent dans les systèmes éducatifs au niveau international. Il devient un objectif en soi et c'est un objectif de santé publique. Peut-être que la crise sanitaire a sans doute renforcé le besoin pour les systèmes éducatifs de compléter leurs objectifs par cet objectif de santé mentale notamment. On trouve des liens dans la littérature scientifique sur le bien-être et la persévérance scolaire ou un moindre décrochage scolaire. Donc ça nous intéressait aussi puisque je m'intéresse au décrochage scolaire dans le cadre de mes activités scientifiques. Comme pour le climat, il n'y a pas encore de consensus sur la définition du bien-être et ses sous-dimensions, mais on peut retenir trois dimensions qui sont fréquemment utilisées pour opérationnaliser le bien-être et qui notamment sont décrites par Suldo et les collègues. Le bien-être contient des dimensions cognitives, donc qu'est-ce que je sais de mon état mental finalement, affective, est-ce que j'ai des émotions positives ou négatives, est-ce que j'éprouve de la joie ou de la colère, pour le dire vite pour le moment, quand je suis en situation scolaire, et une dimension qu'on appelle somatique, est-ce que j'ai des maux de ventre, des maux de tête quand je suis à l'école, est-ce que mon corps manifeste finalement un état de santé mentale dégradé. Il est distinct de la réussite scolaire et donc il peut être un objectif en soi, pas nécessairement lié avec la réussite scolaire directement, mais peut-être a-t-il un effet indirect sur la réussite scolaire, c'est en tout cas ce que certains auteurs mentionnent. Alors il y a aussi des discussions scientifiques au niveau des liens entre le climat et le bien-être. On a dit tout à l'heure que c'était parfois considéré comme un allant de soi, cette relation climat-bien-être. À vrai dire, certains auteurs ne trouvent pas de relation entre le climat et le bien-être. Pour d'autres, comme ceux qu'on présente ici sur la DIA, le climat scolaire est associé au bien-être directement via l'engagement des élèves. Ça, ce qu'on trouve notamment chez Appleton. Ou il est directement associé à l'ajustement psychologique via la capacité de résilience des élèves. Un résultat intéressant, c'est que souvent la transition primaire-secondaire, et chez nous on sait qu'on change d'école entre le primaire et le secondaire, et que ça peut être un moment critique dans le développement psychologique des enfants où on trouve des indices d'ajustement émotionnel et de bien-être qui diminuent. Un climat scolaire positif pourrait jouer un rôle particulièrement déterminant lors de cette transition et donc éviter cette diminution des indices de bien-être des élèves. Et enfin, des auteurs comme Wang et De Gaulle trouvent que les perceptions subjectives du bien-être, donc de sécurité, de soutien ou de reconnaissance, sont des médiateurs clés du bien-être. Donc ces perceptions subjectives qu'on mesure via le climat sont des médiateurs du bien-être.
Voilà ce que disent pour le moment les recherches, mais les recherches ne sont pas encore légion nécessairement dans le domaine, c'est plutôt des sujets un peu récents parfois. Et peu d'études nous permettent de différencier des relations ou d'établir des relations de causalité entre le climat et le bien-être. On a souvent des études corrélationnelles qui permettent de faire les liens entre les deux, donc ça c'est une première limite de la recherche actuelle. Il y a évidemment des effets réciproques possibles. Est-ce le climat, un meilleur climat qui provoque un meilleur sentiment de bien-être ou à l'inverse un meilleur sentiment de bien-être qui va faire qu'on aura des perceptions subjectives plus positives quand on répondra à une enquête climat? Il y a aussi la présence de variables confondantes dans le sens où certaines variables ou certaines caractéristiques sociodémographiques, comme notamment le niveau socio-économique, peuvent impacter ces dimensions. Et par exemple, des élèves plus favorisés peuvent être davantage dans des conditions qui permettent de répondre à un meilleur peuvent avoir des perceptions de bien-être subjectif plus importantes, mais il est difficile de distinguer entre l'effet direct finalement du statut socio-économique qui est lié à ce bien-être plus important, ou est-ce vraiment le bien-être lui-même qui est le plus important. Donc il faut se doter d'instruments qui permettent de distinguer les effets d'autres variables qui impactent sur la variable de sortie bien-être. Et enfin, il faut être clair aussi que le bien-être peut être un objectif en soi d'un système éducatif, mais qui n'a pas nécessairement d'effet important sur la réussite scolaire. Donc, quand on travaille cet objectif, il faut aussi distinguer finalement, parfois parmi les priorités de l'école, est-ce que les priorités sont davantage centrées sur la réussite ou l'apprentissage des élèves, et si on veut travailler sur le bien-être, on peut le travailler en tant que tel, mais sachant que ça ne va pas nécessairement améliorer d'autres résultats escomptés de l'école. Alors, l'enquête climat et bien-être nous permettait de répondre à certaines de ces questions et de ces manques relevés dans la littérature scientifique. Je vais présenter l'échantillon. C'est un échantillon stratifié représentatif, c'est-à-dire qu'on a d'abord on a échantillonné des écoles, on s'est assuré via des caractéristiques, la prise en compte de certaines caractéristiques, l'ordinaire, le spécialisé, d'autres facteurs, la taille de l'école par exemple, qu'on avait un échantillon qui allait permettre de faire un échantillon représentatif de la diversité des établissements scolaires, au sein desquels on a échantillonné plus de 4000 élèves pour constituer un échantillon représentatif à différents moments de la scolarité obligatoire. Il y a eu un échantillon en 5e primaire, en P5, 1700 élèves répartis dans 92 écoles. Et au niveau du secondaire, on a souhaité travailler à 2 niveaux, fin du premier degré, 2e secondaire et 5e secondaire, ce qui nous permettait là d'avoir des élèves du qualifiant et de la transition, et donc à peu près un peu plus de 2370 élèves répartis dans 45 écoles secondaires. Fabien a vérifié la représentativité de l'échantillon en question en mettant en correspondance les données issues de l'enquête et les indicateurs de l'enseignement pour l'année correspondante. Et vous voyez que le pourcentage de filles, de garçons, d'élèves à l'heure, d'élèves en retard, d'élèves dans l'enseignement ordinaire, dans l'enseignement spécialisé, est très proche entre les données établies sur la population entière et tout à fait plus que représentatives, des données de population tout à fait complètes via les indicateurs de l'enseignement, et notre échantillon qui effectivement est représentatif de la population. Tant en primaire qu'en secondaire, où on a utilisé les mêmes indicateurs, genre retard, mais aussi transition, qualification, où là on a des différences un peu plus importantes, de l'ordre de 5% entre l'échantillon représentatif et les indicateurs de l'enseignement. Ok, ceci étant dit, moi je vais vous parler du coup des variables qu'on a voulu mesurer, qu'on a utilisées grâce à cette enquête climat pour établir ces liens entre le climat scolaire et le bien-être des élèves. Alors il y avait d'abord toute une série de variables qu'on peut qualifier de contextuelles, le genre de l'élève, est-ce une fille ou un garçon, l'année d'études dans laquelle il se trouve, puisqu'Ariane vous l'a dit, en secondaire, on avait des élèves
de seconde et des élèves de 5e secondaire, donc on pouvait distinguer le type d'enseignement, l'élève est-il inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement ordinaire, et toujours uniquement pour le secondaire, la filière était-il en transition ou en filière de qualification. Et on a aussi pu utiliser l'indice socio-économique moyen de l'école, qui avait été regroupé en moyen, faible ou fort. Au niveau des variables qu'on va vraiment chercher à expliquer, c'est donc les variables qui concernent le bien-être des élèves, qui sont cohérentes avec le cadre conceptuel de Suldo et collègues qu'Ariane vous a expliqué. Et donc j'ai 4 variables de bien-être, la somatisation, avec un exemple d'item, ces derniers temps il m'arrive d'avoir des difficultés à m'endormir, donc c'est vraiment la manière dont la santé mentale prend le pas sur le corps. Le côté plutôt affectif, avec les émotions positives et les émotions négatives. Ces derniers temps à l'école, je me sens joyeux ou je me sens triste ou désespéré. Et pour ce qui concerne le bien-être cognitif, une échelle de satisfaction vis-à-vis de l'école. Je suis satisfait de ce que j'apprends à l'école, je suis satisfait de mon école en général. Et ce bien-être, on a essayé de l'expliquer grâce au climat scolaire. Et donc là, j'ai 13 indicateurs de climat scolaire qu'on peut regrouper dans les 4 dimensions dont on parlait tantôt, environnement physique, normatif, relationnel et pédagogique. Mais pour l'environnement physique, je n'avais qu'une seule échelle qui était vraiment l'environnement physique de l'école. Dans cette école, les élèves ont facilement accès à l'eau potable, les salles de classe sont propres, la température est agréable, des choses très factuelles. 4 échelles qui relèvent plutôt des relations entre élèves, support social par les adultes, comportement agressif de la part d'adultes ou différences dans le traitement. 6 échelles plutôt normatives où on va retrouver la victimisation par les pairs, le sentiment de sécurité, les problèmes d'indiscipline, donc le climat d'indiscipline dans les classes. En classe, on prend beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps à cause du chahut, les élèves n'écoutent pas ce que l'enseignant dit, des choses sur la clarté et l'application des règles. Les adultes de cette école font respecter les règles comme prévu dans le règlement. Donc vous voyez que c'est quand même très cohérent avec ce qu'on a dit juste avant. Et puis on avait 2 échelles d'environnement pédagogique qui est vraiment le soutien que les enseignants apportent à l'apprentissage, avec un volet plutôt lié à l'autonomie. L'enseignant nous permet d'avancer à notre propre rythme, il nous propose le choix entre plusieurs tâches, ou un volet plutôt lié à la structure. Il nous explique en détail ce qu'il faut faire pour réussir un contrôle, ou il va nous donner des explications détaillées sur ce qu'on a fait lors de la correction d'une interrogation, par exemple. Ici, on revient sur les pourcentages de variabilité de ces différentes échelles entre les écoles. Et Ariane le disait tout à l'heure, de manière générale, quand on s'intéresse au climat scolaire, il y a plus de variabilité à l'intérieur des écoles qu'entre les écoles. Et on le retrouve ici avec des pourcentages de variance entre les écoles qui ne dépassent jamais les 30%. Là où les pourcentages de variance sont les plus élevés, c'est sur l'environnement physique et sur la violence. Ce qu'on peut comprendre, parce que on peut se rendre compte que notre école est objectivement plus ou moins belle qu'une autre école, et on sait, les écoles ont des réputations, et on sait ce qui se passe parfois dans l'école un peu d'à côté, qu'il y a parfois des faits de violence. Par contre, on se rend compte que pour les autres échelles, il y a beaucoup moins de variabilité entre les écoles. Toutefois, ces pourcentages de variance entre écoles, en particulier pour le primaire, sont plus élevés dans notre système éducatif que ce qu'on pouvait trouver par ailleurs dans la littérature, où généralement les pourcentages de variance entre écoles varient entre 1 et 8%, exception faite de l'environnement physique, où généralement ça tourne aux alentours des 20%, mais chez nous, donc, ces pourcentages sont plus élevés que dans le reste des pays, ce qui témoigne aussi de la structure assez ségrégée de notre système éducatif.
Alors, tout ça étant dit, on va maintenant s'intéresser aux résultats. C'est quand même ça qui nous intéresse. Regardez quels sont les liens justement entre ce climat et ce bien-être. On a eu une logique d'analyse en régression multiniveau et j'ai travaillé séparément pour le primaire et pour le secondaire, pour chacune de mes variables de bien-être, donc somatisation, affect positif, affect négatif et satisfaction. J'ai aussi travaillé par sous-dimension du climat, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis uniquement le physique, j'ai regardé ce que ça faisait, uniquement le relationnel, j'ai regardé ce que ça faisait, uniquement le normatif et uniquement le pédagogique, pour après mettre tout ce qui restait significatif ensemble dans un modèle global. Et évidemment, ce sont des régressions multiniveaux, donc on a travaillé par niveau pour avoir l'effet propre du climat scolaire global de l'école, distinct des perceptions individuelles à l'intérieur des écoles de ce climat scolaire. J'ai donc 8 diades résultats qui ressemblent chaque fois à celle-ci, puisque j'ai 4 variables, chaque fois au primaire et au secondaire. Et je vais prendre un peu de temps pour les discuter. Donc ici, par exemple, on est sur le sentiment de somatisation et vous avez les items dans la partie inférieure droite de l'écran. Ces derniers temps, il m'arrive d'être mal dans ma peau, de me sentir sans énergie, d'avoir des difficultés à me concentrer, de pleurer facilement. Et on est chez les élèves du secondaire, donc de 2e et de 5e secondaire. Et on voit à l'écran les dimensions du climat scolaire, mais aussi les variables contextuelles qui ont un impact sur ce sentiment de somatisation. Ce sont des coefficients de régression standardisés pour les amoureux des statistiques. Et on voit qu'au niveau du climat scolaire, ce qui ressort, c'est par exemple la victimisation par les pairs. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, les élèves du secondaire somatisent ou déclarent davantage somatisés quand ils se sentent victimisés par leur père. Le climat de sécurité a un effet négatif. Donc, plus il y a un climat de sécurité fort à l'école, moins les élèves vont avoir tendance à somatiser, à être mal dans leur peau. On voit aussi au niveau des variables contextuelles, et c'est intéressant, que les élèves de 5e secondaire somatisent davantage que ceux de 2e secondaire, que ceux qui sont dans l'ordinaire somatisent plus que ceux qui sont dans le spécialisé, ceux qui sont dans le qualifiant somatisent légèrement moins que ceux des filières de transition, et les garçons somatisent largement moins que les filles. On a également un résultat au niveau de l'école sur le sentiment de structure dans les cours. Plus les cours sont structurés, plus on est dans une école où en moyenne les cours sont très structurés, plus les élèves déclarent somatisés. Donc toutes ces choses mises ensemble, le fait que ce soit plus proche des diplômes, que ce soit davantage dans l'ordinaire que dans le spécialisé, davantage dans le transition que dans le qualifiant et davantage dans les écoles où il y a beaucoup de structure dans les cours, mais ça fait penser finalement à une forme de pression académique qu'on pourrait mettre sur les élèves et qui se traduit par des sentiments de somatisation chez eux. Au niveau du primaire, maintenant, on a des résultats comparables que vous voyez ici. Et quand on s'intéresse aux élèves du primaire, toujours sur ce sentiment de somatisation, donc les mêmes items, ce qui ressort le plus, c'est toujours cette victimisation par les pairs et ce sentiment de sécurité, mais où viennent s'ajouter quand même une dimension de relation à l'enseignante qui ressort assez bien via les comportements agressifs de la part des enseignants. Donc dans les écoles où les élèves ressentent que leurs enseignants crient sur eux, ont parfois des attitudes un peu brutales, vont déchirer leurs feuilles, vont jeter leurs devoirs à la poubelle, c'était ce type d'item qui mesurait cette échelle, eh bien les élèves déclarent davantage somatisés qu'ailleurs. Et c'est au niveau individuel, donc ce n'est pas au niveau moyen de l'école, mais c'est bien les perceptions que l'élève a à l'intérieur de son école de est-ce que monsieur ou madame
est plus ou moins dur ou plus ou moins agressif avec moi. Et ce qui est intéressant, et ça vous allez le voir sur toutes les dias qui vont suivre, vous verrez que les couleurs qui vont ressortir, c'est chaque fois le vert qui représente l'environnement normatif et le magenta qui représente les relations. C'est vraiment chaque fois les deux sous-dimensions du climat scolaire qui vont expliquer davantage le bien-être. Alors je m'intéresse maintenant au sentiment de satisfaction, d'abord au secondaire puis au primaire, et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les résultats que vous voyez. Quand on s'intéresse au sentiment de satisfaction des élèves du secondaire, ce qui ressort le plus, c'est les relations avec les pairs. Les élèves du secondaire sont satisfaits de leur école s'ils ressentent de bonnes relations avec les pairs. Ça n'a rien de surprenant quand on s'intéresse un peu au développement social des adolescents et où la primauté des pairs est omniprésente. Alors qu'au primaire, ce qui va davantage ressortir, c'est toujours quand même la relation avec les pairs, mais aussi on voit que le support social perçu par les enseignants ressort, toujours un petit peu ces comportements agressifs de la part des enseignants qui ont un impact négatif, et le sentiment de sécurité qui revient de nouveau largement. Les élèves du primaire sont plus satisfaits de leur école quand ils se sentent en sécurité au sein de celle-ci. Et je vais maintenant passer à la partie émotionnelle du bien-être, donc les affects positifs au secondaire, au primaire, et puis les affects négatifs au secondaire, au primaire. Si on s'intéresse d'abord aux affects positifs, au secondaire, ils dépendent de nouveau largement de la relation avec les pairs. Les élèves déclarent davantage se sentir joyeux, confiants, optimistes à l'école, ou ne pas s'ennuyer. S'ennuyer était un item négatif de cette échelle d'affects positifs, lorsqu'ils ressentent de bonnes relations avec leurs pairs. Pour les élèves du primaire, eh bien, on a un résultat similaire. Les élèves du primaire se sentent joyeux, confiants, optimistes lorsqu'ils entretiennent de bonnes relations avec leur père, et de nouveau le sentiment de sécurité qui ressort légèrement. Et pour ce qui est des affects plutôt négatifs, donc les élèves du secondaire se sentent en colère, anxieux, mal à l'aise, tristes, désespérés. Quand le sentiment de sécurité est mauvais, donc plus ils se sentent en sécurité à l'école, c'est ça que veut dire le moins 0,26, plus le sentiment de sécurité est bon, moins les élèves du secondaire vont rapporter d'affects négatifs. Donc plus ils se sentent en sécurité à l'école, moins mal ils se sentent. Et c'est pareil pour les relations avec les pairs, elles ont un effet négatif, donc on pourrait dire qu'elles ont un effet protecteur contre les affects négatifs des élèves du secondaire. Et on retrouve encore, je ne l'avais plus dit jusque-là, mais des différences aussi sur les variables contextuelles. Les élèves de 5e secondaire rapportent largement plus d'émotions négatives que les élèves de 2e secondaire, et les garçons nettement moins que les filles, par exemple. Et enfin, les affects négatifs pour l'école primaire, pour les élèves de 5e primaire, où là, ce qui va vraiment ressortir, c'est de nouveau cette victimisation par les pairs et ce sentiment de sécurité, donc plutôt l'aspect normatif. Les élèves ressentent davantage d'émotions négatives quand ils se sentent victimes de comportements déplacés de la part de leur père, mais par contre, quand ils sont dans une école où le sentiment de sécurité est fort, est bon, ils vont ils vont moins justement ressentir ces émotions négatives. Alors rapidement, une petite mise en perspective de ces résultats, un petit exercice de synthèse. Le premier résultat que j'ai mis en 3e, mais que j'ai finalement mis en gras pour le faire ressortir, c'est, vous l'aurez vu, une primauté des climats relationnels et normatifs quand on veut s'intéresser au bien-être des élèves.
Et élément intéressant qui n'apparaît pas ici, mais mon collègue de l'Université catholique de Louvain a fait le même exercice pour le bien-être des enseignants. Et quand on s'intéresse au bien-être des enseignants, c'est également les climats relationnels et normatifs du climat scolaire qui jouent. Alors les effets, selon les dimensions, sont modérés ou sont plutôt forts. Ce qui était intéressant que vous n'avez pas vu dans mes résultats de synthèse, mais c'est que chaque sous-dimension, le physique, le relationnel, le pédagogique, le normatif, quand elle était envisagée seule, avait un effet, mais que par contre, sous contrôle des autres, vous voyez que le normatif et le pédagogique finalement perdaient leur effet sur le bien-être. Donc c'était vraiment le relationnel et le normatif qui prenaient le pas. Et puis, comme je l'ai dit, c'est surtout au niveau de l'élève, pas de l'école, qu'on va trouver les effets. Donc c'est vraiment la perception individuelle de l'élève plutôt que le climat moyen de l'école qui va jouer. Et alors, on pouvait mettre certains effets au secondaire en lien avec la pression académique, où il y avait aussi un résultat un peu étonnant sur les comportements de harcèlement au primaire, où les comportements de harcèlement semblaient avoir un effet positif sur la satisfaction, mais ça peut s'expliquer par une mauvaise perception de ces comportements chez les plus jeunes élèves et un effet modérateur de la relation positive à l'enseignant. Et dernière chose, la relation au père, l'effet de la relation au père était plus marqué chez les élèves du secondaire que chez ceux du primaire. Mais comme je l'ai dit, c'est logique quand on s'intéresse un tout petit peu au développement social des adolescents. Alors ne vous sauvez pas tout de suite parce que la troisième partie est un peu plus ardue. On va rentrer dans le modèle, dans les modèles de mesure et on va essayer, comme Fabien va nous l'expliquer, de rassembler les pièces d'un puzzle pour voir si finalement cette notion de climat est un concept qui tient la route. Oui, merci Marc. Et donc c'est vrai que moi j'ai vraiment eu un questionnement par rapport à ce climat scolaire, à ces définitions qui ne sont pas consensuelles, à cette variabilité dans les outils de mesure et à finalement ces cadres conceptuels qui restent très théoriques. Et moi, j'ai voulu me questionner sur cette grande question de finalement les données empiriques dont on dispose grâce à notre grande enquête et à notre base de données de plus de 4500 élèves, les données empiriques sont-elles cohérentes avec les cadres conceptuels? Ou l'inverse plutôt, les cadres conceptuels sont-ils cohérents avec les données empiriques? Pour ce faire, j'ai mené des modèles en équations structurelles, analyse factorielle confirmatoire à variable latente pour les amateurs grâce au package Lavan dans RStudio. Ça m'a permis donc de modéliser chacune de mes échelles. Je vais vous montrer un exemple, puis chacun de mes 4 environnements, pédagogique, relationnel, normatif et physique, pour aller vers une tentative de modèle global pour voir si ces 4 environnements existent séparément ou si finalement ils existent au sein d'un concept unique qu'on pourrait appeler le climat scolaire. Donc finalement, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est le climat scolaire existe-t-il? Alors ici, vous avez l'exemple de validation d'une échelle. Je l'ai donc fait pour chacune de mes échelles, mais ici vous avez l'exemple du support social par les enseignants, perçu donc par les élèves, et vous voyez qu'il était représenté par 6 items, 6 variables indicatrices, avec un peu de covariance d'erreur entre certains items, notamment par exemple l'item H. Les enseignants prennent du temps pour discuter avec les élèves de la vie de la classe. Et l'item K, les enseignants tiennent compte des idées que les élèves proposent. Ben oui, on sent bien qu'il y a quelque chose de commun entre ces items autour de la façon dont les règles de la classe nécessitent ou pas l'implication des élèves. Mais en acceptant ces petites covariances d'erreur, on a ici une échelle de support social perçue de la part des adultes par les élèves qui est très très bonne avec des indices d'ajustement, Ki-carré d'ajustement, CFI, TLI, RMSEA et RMR standardisés qui sont très très bons.
puisque le CFI et le TLI dépassent largement les points 97 et que le RMSE1 et le RMR standardisé sont en dessous du jalon de 0.05 qui est recommandé. Une fois que j'ai validé ces différentes échelles, j'ai voulu modéliser chacun des environnements normatifs, relationnels, pédagogiques et physiques. Ici, vous avez l'exemple, par exemple, du climat normatif au secondaire. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé séparément de nouveau pour le secondaire et pour le primaire, comme dans les analyses de régression multiniveau qu'on vous a présentées préalablement. Et donc ici, vous avez l'environnement normatif qui est donc expliqué par 6 échelles qui ont chacune fait l'objet d'une validation préalable. Et vous voyez que de nouveau, on a quelque chose qui fonctionne très très bien avec des indices d'ajustement qui sont excellents et un qui carré d'ajustement qui est non significatif, ce qu'on recherche. Donc j'étais extrêmement content sur cette modélisation de l'environnement normatif. Idem pour l'environnement relationnel qui est représenté par 4 variables indicatrices qui sont elles-mêmes des variables qui ont fait l'objet d'une validation préalable. Je vous avais justement montré l'exemple du support social perçu. Je n'ai pas pu modéliser l'environnement physique seul parce qu'il était représenté par une seule indicatrice et le pédagogique seul puisqu'il était représenté par 2 indicatrices, ce qui ne permet pas en fait d'avoir suffisamment de degrés de liberté pour faire tourner le modèle, donc je n'ai pas pu les modéliser. Mais par contre, j'ai fait un modèle, bon ça commence un tout petit peu à se complexifier, où on retrouve nos 4 environnements. On retrouve chaque fois les variables indicatrices pour ces différents environnements, 4 pour le relationnel, 6 pour le normatif, 2 en pédagogique, 1 en physique. Et alors on voit 2 choses. Dans la partie droite de l'écran, vous voyez que d'abord ces 4 environnements covarient fortement entre eux. C'est-à-dire que donc dans les écoles où il y a plus ou un meilleur environnement normatif, par exemple, il y a aussi un meilleur environnement relationnel. C'est d'ailleurs la covariation qui est la plus forte. Et dans la partie droite de l'écran, vous voyez que j'ai dû accepter, pour que le modèle soit satisfaisant, beaucoup de covariance d'erreurs de mesure entre ces différentes variables indicatrices. Ça veut dire que la variabilité sur ces différentes indicatrices s'explique aussi par de la covariance entre elles. Et de nouveau, les indices d'ajustement sont vraiment très bons. Donc jusque-là, je n'avais pas trop de crainte parce que je me disais que ces 4 environnements allaient exister. Finalement, on avait déjà eu des analyses factorielles exploratoires qui allaient dans ce sens-là, donc je ne me tracassais pas trop. Là où je me tracassais davantage, c'était pour l'étape finale, finalement, de se dire, mais est-ce que tout ça forme un tout cohérent? Est-ce que les pièces du puzzle vont s'imbriquer? Je pensais que non. J'ai dû ravaler ma fierté parce qu'en fait, si ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt bien, quand on veut créer une nouvelle variable latente qu'on pourrait appeler climat scolaire et qui serait expliquée par ces 4 environnements eux-mêmes expliqués par leurs variables indicatrices, on se rend compte que les indices d'ajustement restent vraiment très très bons, toujours avec beaucoup de covariance d'erreurs de mesure à tolérer, mais voilà, les mesures ne prétendent pas être parfaites non plus. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte par contre que la manière dont les 4 environnements contribuent à ce climat scolaire, notamment par les R carrés que j'ai indiqués sous chacun des 4 environnements, n'est pas la même à chaque fois. On voit que le normatif et le relationnel ont quand même des R carrés qui sont plutôt élevés, alors que le physique et le pédagogique tournent juste au-dessus ou juste en dessous de 2.5, et donc c'est nettement moins satisfaisant, mais ça reste quand même un modèle qui fonctionne. Donc le climat scolaire existe-t-il? Oui,
le climat scolaire existe. Le climat scolaire peut-il être défini par 4 environnements physique, relationnel, pédagogique, normatif? Oui, le climat scolaire peut être défini par ces 4 environnements. J'ai quand même voulu aller encore un pas plus loin, notamment parce que l'air carré du physique et du pédagogique n'était pas excellent. J'ai voulu voir ce qu'il se passait quand on essayait de ne plus avoir 4 environnements mais 3, donc d'en supprimer un. Et donc si par exemple je supprime l'environnement physique, eh bien en fait on se rend compte que ça améliore légèrement le modèle. Donc ça fit mieux avec les données. Donc le physique covarie avec le reste, hein, il y a de la relation, mais si on exclut cet environnement physique, on approche de quelque chose qui est plus proche en fait des données rapportées par les élèves. On voit que les indices d'ajustement, par exemple le CFI, c'est minime, hein, mais passe de 0,991 à 0,993. Surtout, on a une belle diminution du Q-carré d'ajustement qui passe de 102 à 69. J'ai fait la même chose en supprimant du modèle l'environnement pédagogique. Et là, c'était la plus grosse diminution du Q-carré d'ajustement, ce qui est cohérent avec une certaine littérature qui nous dit que peut-être l'environnement pédagogique est moins directement lié au climat scolaire. Voilà, quand on essaye de ne pas l'inclure dedans, on approche avec un modèle qui est plus pertinent, en tout cas du point de vue des indices d'ajustement. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut exclure complètement l'environnement pédagogique et qu'il ne faut plus faire de pédagogique avec les élèves, ce n'est pas ça que je dis, mais que peut-être il ne faut pas se dire que tout est dans tout absolument. Et donc juste à titre indicatif, voici les comparaisons entre les différents modèles où on avait chaque fois des diminutions significatives du Q-carré d'ajustement quand on voulait enlever le physique ou le pédagogique. Je n'ai pas pu faire un modèle où j'enlève les deux, car sinon le climat scolaire n'était plus représenté que par 2 variables explicatives, indicatrices, et donc le modèle ne tournait pas puisqu'il était juste identifié. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette modélisation qui me permet donc de dire que le climat scolaire est un concept qui existe et qui peut être modélisé par 4 environnements, physique, pédagogique, relationnel et normatif, mais que certains environnements participent davantage au modèle global que d'autres, en particulier le relationnel et le normatif, ce qui est finalement très cohérent avec les résultats que je vous ai montrés juste avant, des régressions multiniveaux, où quand on s'intéressait au bien-être, de nouveau, c'était le relationnel et le normatif qui étaient plutôt au cœur de l'explication. Et donc, voilà, ça m'amène simplement à dire, oui, le climat scolaire existe, c'est quelque chose de multifactoriel, avec beaucoup de dimensions dedans, mais quand on veut travailler, en particulier si c'est le bien-être des élèves et des enseignants qu'on veut améliorer, il ne faut peut-être pas vouloir travailler sur tout à la fois, et il faut peut-être se poser la question de quelles sont nos priorités et sur quoi veut-on travailler dans un premier temps avec nos élèves et avec nos équipes éducatives. Alors on vient de le voir à travers ces 3 morceaux, 3 présentations plus ou moins techniques. Le climat scolaire, on comprend ce que c'est, on sait comment on peut le construire, on sait aussi comment on peut le mesurer et on a pu aborder le lien entre le bien-être et le climat scolaire. Alors évidemment, on en est à un stade où les travaux continuent à avancer et ma première question pour Ariane sans doute c'est « et alors ?» On s'est mesuré, on l'a fait une fois, alors dans des situations qui n'étaient pas forcément idéales, mais qu'est-ce qui va se passer là maintenant en termes de mesures? Oui, tu fais bien d'y assister, les situations n'étaient pas nécessairement idéales. En tout cas, on était dans un contexte très particulier parce que ça a été pris, ces données, cette enquête multidimensionnelle climat-bien-être a été effectuée au printemps 2022, quelques semaines, petits mois, après un retour à la normale dans les écoles. Et je dois dire qu'on est parfois un peu étonné des résultats en termes de fréquence de cette enquête, des résultats
particulièrement positif sur certaines dimensions et on ne saura jamais dans quelle mesure l'effet du Covid et puis du retour dans les écoles a pu jouer sur les réponses des élèves, des enseignants à cette enquête. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le législateur a prévu que cette enquête, enfin, elle devrait être menée normalement tous les 5 ans pour fournir des indicateurs sur la tendance à long terme dans le système éducatif de l'évolution du climat et du bien-être. Et c'est l'administration qui devrait reprendre la prise en charge complète de cette enquête. Elle avait largement collaboré dans la première édition. Et elle va complètement, normalement, la prendre en main pour la suite et créer donc des indicateurs de l'enseignement sur le climat et le bien-être. Un peu comme PISA est reproduit de façon récurrente pour continuer à assurer le pilotage et à voir quelles sont les évolutions, les tendances. Alors, exactement, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée de contribuer à l'évolution, de mesurer l'évolution sans changer la mesure pour bien percevoir l'évolution et rester au niveau macro du système éducatif. Est-ce que globalement, avec les mesures qui sont prises dans notre système, le pacte et sa mise en place contribuent à améliorer le climat global de l'école et le bien-être des élèves et leur satisfaction pour l'école, ainsi que la satisfaction des enseignants. C'était vraiment les éléments clés qui avaient été définis par le législateur pour mesurer l'évolution du bien-être. Et donc le côté satisfaction, bien-être des enseignants, ça c'est l'objet des collègues louvanistes. Ça fera sans doute l'objet d'autres présentations. Ce qui me semble important, c'est aussi de dire que quand on a un instrument de mesure, s'il est destiné à assurer le pilotage, on ne peut pas le changer tous les 2 jours. Et donc c'est aussi, tout le travail d'élaboration, de conceptualisation était évidemment essentiel. Exactement, et c'est vrai qu'on a la célèbre phrase qu'on cite souvent aussi, « If you want to measure a change, don't change a measure ». Ça, c'est vraiment l'adage auquel on doit se rapporter, référer. Et ça, c'est peut-être difficile dans un monde qui change et où chacun il va mettre sa petite touche, de garder un thermomètre. Oui, maintenant, rien n'interdit que cette enquête soit aussi un véhicule dont on garde des parties communes stables et que, comme sur une autre enquête, type enquête force de travail, ils viennent s'adosser des modules parce que c'est vrai que les intérêts sociétaux peuvent évoluer. On a bien dit, le bien-être n'a pas toujours été un intérêt, un objectif en soi de l'école, maintenant il l'est. Et bien sûr, il y aura des évolutions ou des choses qu'on pourrait vouloir mesurer de manière encore plus profonde, plus approfondie. Et voilà, on pourrait imaginer un système d'indicateurs d'ancrage vraiment maintenu tous les 5 ans tel quel et des évolutions via des modules qui seraient optionnels, qui seraient destinés à répondre à des questions particulières. Alors ça, c'est évidemment à la fois la satisfaction des chercheurs qui sont capables de définir, de bien saisir un concept, ou même 2 gros concepts, bien-être et climat, mais alors ça peut aussi faire plaisir à ceux qui doivent piloter le système, de dire ok, est-ce qu'on avance dans la bonne direction ou est-ce que malheureusement c'est moins bien qu'avant, mais on peut aussi espérer qu'on ne va pas simplement regarder passer les balles et compter les coups. Est-ce que vous avez, vous aussi, quelque chose pour éventuellement améliorer la situation? Oui. Alors, bel enthousiasme, mais peut-être... Oui, je vais peut-être dire un mot général et puis Fabien va tout expliquer, mais je veux dire que dans mon service qui m'intéresse, c'est l'Evidence-Based Education, ça veut dire que c'est vraiment de proposer des interventions et d'en évaluer l'impact. Alors, on peut le faire sur les disciplines scolaires, on peut le faire évidemment et on doit le faire sur la lecture, les mathématiques et les disciplines, mais évidemment on va le faire aussi pour ce qui nous occupe dans le cadre du climat et du bien-être. Absolument, et d'autant que tout à l'heure on pointait les limites de la recherche sur le climat scolaire et le bien-être. Une des limites, la première qu'Ariane a pointée, c'était le fait que les études bien souvent étaient corrélationnelles et que donc on ne pouvait pas vraiment établir les liens de causalité entre le climat scolaire et le bien-être. Ce que je vous ai présenté juste avant ne fait pas exception puisque ça est une prise de mesure à un moment donné, donc techniquement je suis dans une étude corrélationnelle aussi, mais nous, notre objectif c'est vraiment de pouvoir établir ce lien de causalité et de proposer une intervention aux écoles. Et donc là, on est en train de lancer une étude expérimentale pure où on va recruter un package, un panel d'une 30aine d'écoles environ, des écoles fondamentales, qu'on va répartir de manière aléatoire sur la base de critères tels que la taille de l'école et l'indice socio-économique de celle-ci, en un groupe
expérimental et un groupe de contrôle. Et notre idée, c'est vraiment de travailler avec le groupe expérimental pendant 1 an en proposant de l'accompagnement autour de l'environnement relationnel et de l'environnement normatif, puisque ce sont ceux dans nos analyses qui expliquent le plus le bien-être tant des élèves que des enseignants. Donc on va proposer cet accompagnement pendant 1 an à ces écoles expérimentales en faisant plusieurs moments de récolte de données grâce à la même mesure que celle qu'on vous a montrée grâce à notre enquête climat et bien-être, pour voir, et c'est vraiment notre objectif, de se dire quand on travaille le climat scolaire avec des équipes éducatives, est-ce que ça va effectivement améliorer le bien-être des élèves et des enseignants? Ce n'est pas garanti, on le verra. Je voudrais ajouter que notre perspective est de travailler, de se mettre dans des conditions les plus écologiques possibles pour viser à la durabilité, à la réplicabilité de l'intervention. Donc il y aura de la formation professionnelle, mais pas 20 jours, parce que ça, ce n'est pas réplicable. Donc il y aura 2 jours de formation professionnelle. Et puis un accompagnement là, de 3 visites sur le terrain qui pourrait, dans une possible réplication, si tout ça est efficace, c'est ce qu'on va mesurer, être assuré par des gens déjà présents dans le système pédagogique comme les CSA. Donc il y a une volonté, bien sûr, d'intervention et d'évaluation expérimentale des effets, mais pas déconnectée, pas en laboratoire, en tenant compte du système éducatif et des conditions de réplication. L'objectif étant d'avoir un accompagnement qui soit suffisamment présent pour voir les effets qu'on veut prouver, mais en même temps, notre idée n'est pas d'étouffer les équipes ou de les surcharger, et donc de ne pas être trop présent, mais de trouver le juste milieu entre les intérêts de la recherche et la réalité du terrain, il faut bien le dire. Et votre intervention, alors ça me brûle les lèvres depuis un moment, votre intervention, vous êtes levé un matin en disant voilà ce qu'on va faire parce qu'on pense que c'est bien, ma foi, philosophiquement, comment vous avez fait? Alors je me doute bien que ce n'est pas exactement le processus que vous avez développé à Liège, comment vous avez fait? Non, je ne me suis pas levé un matin en me disant que c'était bien. Clairement, ici, on essaye aussi d'avoir des enjeux éthiques dans cette recherche. Donc, les interventions qu'on va proposer, elles ne sont pas sorties de notre chapeau. Ariane l'a dit, nous, on s'inscrit dans le courant Evidence-Based Education. Donc, on ne va jamais proposer à une école une intervention qui n'a pas fait l'objet d'une validation préalable. Donc, ce qu'on va proposer aux écoles de travailler avec elles, c'est des choses dont on sait que par ailleurs, elles devraient être efficaces. Notre objectif n'est pas d'être délétère pour les écoles, forcément. Et par ailleurs, toujours dans un objectif éthique, dans ce plan de recherche expérimentale, on n'a pas fait un groupe de contrôle avec lequel on ne fera rien. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un groupe de contrôle sur liste d'attente. Donc pendant 1 an, on va proposer notre intervention au groupe expérimental, et si cette intervention a montré des effets positifs, l'année suivante, une fois que la recherche sera clôturée, qu'on aura mesuré tout ce qu'on voulait mesurer, l'année suivante, on proposera la même intervention ou une adaptation de cette intervention avec les éléments qui fonctionnent au groupe de contrôle, notre objectif étant que tout le monde puisse bénéficier in fine de cet accompagnement et de ce coaching pendant 1 an. Et donc, si les élèves ne sont pas des cobayes, on a parfois l'impression dans notre école qu'on expérimente de façon sauvage. Ici, c'est une expérimentation contrôlée. On y va par étapes. On ne croit pas qu'un grand jour va se lever et qu'il suffit de faire une grande réforme et que tout va changer. On avance par étapes avec un premier groupe. Le second reste un groupe de contrôle. Et si ça a des chances de marcher, mais on savait déjà par la littérature que ça avait des chances de marcher dans des systèmes qui sont parfois différents des nôtres, raison pour laquelle on expérimente, alors on étend à ce deuxième groupe, et puis peut-être on peut proposer de façon plus générale. Je crois que c'est important de bien comprendre ce qu'est une expérimentation. Une expérimentation, ce n'est pas une idée qui tombe du ciel et des chercheurs qui changent l'école d'un coup de baguette magique. Et la dernière étape que tu pointes, Marc, est vraiment importante parce que nous, on va mesurer les choses sur une 30aine d'écoles. On espère avoir des effets dans notre groupe expérimental versus notre groupe contrôle, mais ce que tu pointes, l'élargissement, le passage à l'échelle, c'est vraiment la clé dans l'evidence-based education, de se dire une fois que les équipes de recherche
ont montré des effets d'une intervention, d'un programme, d'un accompagnement, ben, il faut que le système éducatif puisse aussi mettre peut-être des moyens pour que ce programme, ce dispositif, cet accompagnement soit proposé au plus grand nombre. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir une validité écologique, que justement ce qu'on propose puisse être proposé à n'importe quelle école de la FWB. Et là, je renvoie à un café qu'on a enregistré avec des collègues de l'Université de Grenoble notamment et de Paris, je pense à Marine Actuelle, sur comment on implante et comment on s'assure qu'une idée qui est bonne a priori, qui a été testée, qui a démontré qu'elle marchait plutôt bien à petite échelle, peut être transférée à plus large échelle, plutôt que le modèle un peu latin ou francophone de penser qu'on a une bonne idée et qu'il n'y a qu'à, et elle va l'année prochaine être mise en œuvre dans toutes les écoles. Mais merci en tout cas. Alors je renvoie évidemment pour toutes les choses qu'on pourrait avoir envie de poursuivre. D'abord, à vos coordonnées, donc bien sûr, à l'Université de Liège. Je renvoie aussi à ce qui est en dessous de cette vidéo, donc qui sont l'ensemble des éléments où on va retrouver les travaux réalisés, les informations, par exemple, qu'on peut retrouver aussi sur le site de l'Observatoire du climat qui a été installé il y a peu en communauté française. J'en vois aussi au café numéro 71 qu'Ariane a fait, donc qui présente ce qui vient d'être fait par Fabien et par Ariane en plus développé. Donc vraiment, si vous voulez, la quintessence, elle existe dans une version un peu plus courte. Et je vous propose de nous quitter sur les références bibliographiques, donc quelques références bibliographiques qui vous permettent de poursuivre.